Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive engagée dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Depuis plusieurs mois déjà, c'est une guerre sans merci menée contre cette pandémie dans le monde entier. Mais pour le moment, la médecine mondiale n'a pas encore trouvé de remède contre le virus à couronne. Plus de 200 essais de vaccins sont effectués dans le monde, mais le virus court toujours. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Fanche Aoku, médecin de santé publique. Comme toujours, on parle de Covid-19. Situation spéciale, disposition spéciale, mise en onde. Anas PM, la vidéo de cette émission est l'affaire d'Elom Adovon, comme toujours. Je suis Franck Nounyama, bienvenue. La maladie est une réalité, dit cette chanson. Elle fait des ravages. Quand on te parle, il faut écouter tellement de chansons composées pour lutter contre cette pandémie. On le répète, apparue à Wuhan, dans la province chinoise, en décembre dernier. Et au Togo, en mars, bientôt 5 mois, que cette maladie fait courir tout le monde ici. Mais là, pour le moment, pas encore de remède. C'est pour cela que d'ailleurs, Sport FM s'est engagé à faire la communication, à faire une certaine éducation, une sensibilisation autour de la maladie. Et ce soir, cet après-midi, on reçoit le docteur Fanche Aoku. Il est médecin de santé publique. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Bien, lorsque vous voyez un peu ce qui se passe autour de nous, il y en a qui se disent oui, il y a quelque chose de grave. Mais par contre, il y en a d'autres, ça ne leur dit rien. Ils pensent que oui, c'est du bluff. Non, c'est du business créé par certains pour affoler la population mondiale, pour faire courir tout le monde. Mais que dites-vous? Vous êtes docteur. Le coronavirus existe réellement? Il n'est plus à démontrer au jour d'aujourd'hui que nous avons cette maladie dans notre maison, le Togo. Et c'est une réalité, même si beaucoup de nos concitoyens n'y croient pas encore. Lorsque vous sillonnez un peu nos rues, là, vous êtes effarés parce que jusqu'à présent, certains se comportent comme si, après la mort, on revenait pour faire un témoignage que réellement, cette maladie existe. J'en ai décédé et que je suis revenu. Là, je vais me comporter comme cela se doit pour éviter de contaminer les autres. Il est important que nous arrêtons de regarder uniquement notre ombilic. Nous avons le droit de vivre notre liberté, mais nous avons aussi l'obligation de protéger la vie des autres. Et au cours de ces 2 dernières semaines, nous avons remarqué une augmentation du nombre de cas dans le pays. La semaine qui vient de s'achever a connu son lot, avec malheureusement 2 décès qui auraient pu être évités si nous avions pris conscience de la réalité de cette maladie. C'est-à-dire que les gens sont indisciplinés. De mars jusqu'à maintenant, ça fait 5 mois pratiquement. Il y a 18 décès désormais, malheureusement. Malheureusement, 18 décès. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Un peu plus de 3. Bon, on ne peut pas dire 3,6 morts par mois. C'est quand même effrayant. Ça fait froid dans le dos. Même si c'est une personne qui décède par rapport à cette maladie, c'est trop. Et ce qui est grave, c'est que nous ne prenons pas conscience de l'impact financier que la prise en charge de cette maladie-là impose à l'État. Peut-être ceux qui sont aujourd'hui malades sont pris en charge gratuitement. Ils ne sortent pas de l'argent pour payer leurs soins. Mais c'est l'État qui paye. Et c'est des fonds qui devaient servir certainement à d'autres actions gouvernementales pour améliorer notre quotidien
qui sont injectés pour cette prise en charge gratuite des cas que nous avons. Nous avons eu, jusqu'au jour d'hier, 869 cas. Et quand on prend les 869 cas, c'est des gens qui ont été hospitalisés ou sont hospitalisés, soit dans un centre de santé, soit dans un hôtel ou un lieu réquisitionné pour la circonstance. Et ça, c'est une ardoise que l'État doit régler. Ceux qui sont là, ils perdent 2 semaines au moins de leurs activités génératrices de revenus. Imaginez-vous un père, une mère qui se retrouvent confinés pendant 14 jours. Les autres enfants font quoi? Les autres membres de la famille font quoi? Il faudrait que nous nous réveillions et que nous commencions par vraiment nous dire nous avons l'obligation de sauver d'autres vies, même si la nôtre n'est pas chère pour nous. En tout cas, on va parler des mesures barrières certainement, mais vous avez dit que c'est une ardoise financière qui pèse lourd pour l'État. Combien peut coûter une prise en charge, par exemple? Je ne vais pas m'avancer sur des chiffres, oui, parce que je n'aime pas faire de calcul mais lorsque vous prenez déjà pour les cas asymptomatiques qui sont logés dans des chambres de minimum 55 000 francs la nuit, 14 ou 16 jours, vous voyez un peu ce que ça représente. Ils ont leur repas, les 3 repas au moins par jour. La prise en charge de l'infection, plus la prise en charge des autres maladies que ces cas traînent sur eux depuis avant même d'être contaminés par Covid-19. Donc, si vous avez quelqu'un qui souffre d'hypertension, et ils sont nombreux dans le cas, qui ont banalement entre 28 et 45 000 francs de traitement par mois, si vous divisez par 2. Mais lorsque on va acheter les produits en pharmacie, on ne va pas aller acheter la demi-boîte. On prend la boîte pour le patient, puisque c'est chaque patient avec son régime médicamenteux. Donc, vous comprenez aisément qu'à faire l'addition de tout ça, là, ce n'est pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la communication qui est mal faite autour de cette pandémie? C'est la stratégie de communication? Qu'est-ce qui explique que peut-être cette indiscipline, cette façon de faire Saint Thomas par rapport à cette maladie? Lorsqu'on regarde ou on écoute un peu certaines personnes, nous avons la communication sur les réseaux sociaux qui colportent beaucoup de fausses informations, de fausses affirmations. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, encore de ces informations qui circulent. Ce qui fait que nous avons des compatriotes à l'extérieur qui postent des messages vocaux ou écrits pour dire non, c'est parce que on veut avoir sa part dans les 400 milliards que l'État a déclaré nécessaires pour lutter contre ce fléau, qu'on invente ces cas, que ces cas n'existent pas, que dans nos communautés, ça n'existe pas. Et pourtant, ces 2 qui sont décédés sont de notre communauté. Ils appartiennent à nos familles. Ça, ce n'est pas pour aller prendre sa part du gâteau. Et quand on parle du gâteau, c'est qu'on a l'argent et qu'il faut se partager. Ici, il n'y a pas les 400 milliards. Ce sont des besoins pour prendre en charge toute la problématique de la pandémie, y compris les mesures pour la relance de l'économie du pays.
Donc ce n'est pas une enveloppe qui est déposée quelque part que quelqu'un veut avoir sa part et invente des cas. Vous avez des gens qui continuent par se regrouper. Tout ce que vous dites, on dit non. Moi, je viens de telle région, il n'y a pas ce cas. Donc moi, je m'en fiche éperdument de ce que vous dites. Je n'applique pas les mesures barrières. Nous recevons donc le docteur Fatia Oku, médecin de santé publique. Alors, vous aviez dit au début de cette émission que oui, l'ardoise, elle est lourde financièrement. Alors, est-ce qu'on peut estimer que pour les traitements, pour les dépistages, ça va commencer par payer bientôt? Je pense que l'allure de l'épidémie nous amène à penser. Et il faudrait se préparer parce que Covid-19 ne partira pas avant 30 jours. Donc ça veut dire que ça deviendra une maladie comme la grippe que nous avons et pour laquelle nous payons en pharmacie pour avoir nos antihistaminiques et autres. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec on doit commencer par se préparer à apprendre à vivre avec cette pandémie. Avec l'annonce du directeur général de l'OMS, Dr Tedros, qui avait dit que l'Afrique doit s'apprêter à faire face à des lendemains difficiles, en parlant de cette pandémie justement, mais depuis qu'il a fait ces déclarations il y a 2 mois, voire plus, on sait que oui, les chiffres au niveau des contaminations flambent, mais il n'y a pas cette hécatombe qu'il aurait annoncé, on ne constate pas ça. Mais est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut commencer par applaudir, disant oui, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, c'est pas le cas. Non, je ne pense pas qu'on puisse raisonner dans ce sens-là, Oui. parce que déjà un décès dû à cette maladie, C'est trop. C'est déjà trop. Nous en avons 18 au jour d'aujourd'hui, c'est déjà trop. C'est à nous de nous engager à respecter et à faire respecter. Parce qu'il est question maintenant que la communauté s'impose cette surveillance-là, se veille pour éviter que l'épidémie ne se propage davantage. C'est vrai que nous avons une population jeune, mais quand on prend chez nous aussi l'âge médian, ce n'est pas très élevé, mais nous avons des décès. Nous avons des décès et nous avons des personnes âgées dans nos familles qui constituent des bibliothèques. Et comme on l'a dit, un savant africain, Amadou Hampâté Bâ, ouais. Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui. Et là, nous avons beaucoup perdu déjà, mais il faudrait que nous nous épargnions davantage de souffrance. Puisque les gens font un peu cet par rapport à cette maladie, alors comment savoir, par exemple, que quelqu'un est contaminé ou bien comment traduire ou bien se dire que oui, celui-là, il est contaminé, il fait du coronavirus. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de signe évocateur distinctif. Comme la lèpre, par exemple, on pourra avoir en début une tache sur le corps de la personne pour dire, bon, ça c'est la lèpre. Mais ici, il s'agit d'une fièvre, d'abord. Or, la fièvre, généralement, nous disons anti-kessi. Oui. Donc, nous commençons par utiliser tout ce qui nous tombe sous la main. Et sans chercher à savoir de quoi nous souffrons, nous faisons de l'automédication. Et pendant ce temps, si jamais nous hébergeons ce virus-là, nous contaminons tous ceux qui sont autour de nous. Puisque nous n'avons pas besoin de 3 jours avant de contaminer une dizaine de personnes. Il suffit de partager un espace confiné, quelques minutes et puis c'est parti. Donc, ce que nous disons, le ministère en charge de la santé a instruit
les structures sanitaires à poursuivre les soins habituels. Pour qu'on ne dise pas parce que j'ai la fièvre, je ne vais pas aller consulter, peut-être c'est autre chose ou bien c'est Covid, mais dans le cas d'une fièvre, d'un mal de gorge, d'un mal de tête, qu'on puisse aller au centre de santé, se faire consulter. Et lorsque tout ce qui a été mis en place comme protocole diagnostique permet de suspecter Covid-19, que le prélèvement soit fait et qu'on évite ainsi d'exposer d'autres personnes à la contamination. Donc, quand par exemple j'ai ces signes-là, la toux sèche, les maux de gorge, les maux de tête, les courbatures, je commence par tousser régulièrement, je dois me rendre tout de suite à l'hôpital ou bien on appelle le 111. Vous devez aller au centre de santé lorsque vous vous sentez malade. On n'a pas besoin d'avoir tous les symptômes additionnés ou bien s'aggravant avant de s'y rendre. Vous vous êtes réveillé ce matin, apparemment il n'y a rien eu hier, mais vous avez les maux de tête. Vous sentez votre corps chaud, vous devez aller dans votre formation sanitaire. Et ils sont prêts là-bas à vous accueillir dans des conditions à éviter la contamination si jamais il s'agit de cette maladie. Mais généralement en Afrique et particulièrement au Togo, lorsqu'on a les maux de tête, vous l'avez dit, on se dit oui, c'est le palu, si on prend peut-être paracétamol, si c'est la fièvre, on se dit oui, c'est normal parfois et ça va passer. On n'a pas ce réflexe-là de prendre tout de suite la direction de l'hôpital lorsqu'on sent ces maux-là. C'est maintenant peut-être qu'il faut changer d'habitude de comportement. C'est ça? Nous devons changer de paradigme. Nous avons au moins 114 pathologies qui provoquent de la fièvre. Pourquoi nous sélectionnons le paludisme seul? Peut-être il y a autre chose. Et si nous ne savons pas quelle est la cause de la fièvre, nous allons soigner autre chose et laissons évoluer tout doucement la vraie cause de la fièvre qui pourra nous emporter. Nous retrouvons des gens dans des situations assez dramatiques dans les centres de santé que nous appelons entre guillemets des mouroirs, tout simplement parce qu'on y arrive déjà mourant. On a laissé suffisamment de ressources dehors, là il ne fallait pas, parce qu'on n'a pas cherché la cause de notre mal. On a fait le taux de médication, on s'est approché de ceux qui ne maîtrisent pas la science médicale et on se retrouve en fin de compte. Lorsqu'on a épuisé les ressources financières, on a épuisé ces ressources biologiques dans une situation où, généralement, il est très difficile de revenir en arrière, recouvrer sa santé. Donc, il est question, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des signes de maladie, d'aller vers les centres de santé pour être orienté le plus tôt. Et ce sera le mieux pour nous tous. Très bien, on va marquer la première pause de cette émission avec Dr Fantier Aokou, médecin de santé publique, dans cette émission réservée à la lutte contre la Covid-19. Coronavirus, ça tue. Encore d'autres messages pour réveiller la population, pour réveiller tous ceux qui font symptômes, pour dire tout simplement que cette maladie est une réalité et elle tue. Et c'est grave, c'est dangereux pour toute la planète Terre. Regardez aujourd'hui, par exemple, Donald Trump qui avait minimisé le port de masque, qui est aujourd'hui le premier à le porter, le président américain. Le président brésilien Jair Bolsonaro disait de la pandémie
que c'était une petite grippe, mais entre-temps, il est contaminé. Heureusement pour lui, il vient d'être déclaré négatif. Ça veut dire que oui, cette maladie est une réalité et c'est extrêmement dangereux. Vous avez vu Manu Dibango qui est parti, le célèbre Pape Diouf, président de l'Olympique de Marseille, ex-président de l'Olympique de Marseille, parti. Orlus Mabélé, parti également, faute ou bien pour les raisons de cette pandémie. Ça veut dire tout simplement que ça existe. Docteur Fancher Oku, vous avez dit qu'il faut maintenant vivre avec cette maladie. Et là, ça demande des installations sanitaires de haut niveau, on peut le dire, des plateaux techniques de haut niveau. Aujourd'hui, où se situe le Togo par rapport à cette pandémie? Le Togo dispose aujourd'hui vraiment de structures sanitaires qui puissent lui permettre d'accueillir les malades au moment où peut-être il y aura flambé, comme on l'a vu dans certains pays africains. Il faut dire que le pays s'est beaucoup préparé et a pris des initiatives très louables en ce qui concerne l'installation de structures de prise en charge des cas de Covid-19. Et 80% à peu près des cas sont des cas asymptomatiques qui ne nécessitent pas une réanimation invasive. Donc ça veut dire que les 20% qui restent, c'est des cas qui peuvent nécessiter des soins intensifs. Et c'est pour cette raison que le CHR Lomé Commune a été transformé en site de prise en charge spécialisé avec des équipements aux normes. Ensuite, dans les hôpitaux de l'intérieur du pays également, il y a eu des installations qui sont en train d'être renforcées en capacité de prise en charge de réanimation aux besoins, si jamais on a des cas à l'intérieur du pays. Sans savoir effectivement combien de cas on aura, dire qu'on a toutes les capacités pour prendre en charge ces cas serait un peu hasardeux. Donc nous disons tout simplement que le système est prêt à prendre en charge, est équipé. Et au départ, nous n'avions eu qu'un seul laboratoire pour la confirmation. Actuellement, nous avons 5 laboratoires qui font la confirmation sur l'ensemble du territoire. Et en principe, ça se situe où? Ça se situe à Lomé et à l'intérieur du pays. Nous avons Dapan, nous avons Sokodé, donc Kara également. Déjà, ceux de Dapan, 5AC et Mandouri ne viendront plus à Lomé pour la confirmation des cas suspects. Ceux de Kara resteront à Kara. Le CHR de Sokodé, ceux de la région centrale sont déjà proches. Et il reste d'autres plateaux plateformes à équiper pour avoir au total 9 autres plateformes pour la confirmation. Donc, ce qui... on va ajouter encore 9. On aura 9 plus l'INH de Lomé. Donc, on aura une dizaine de laboratoires de confirmation, ce qui rapproche les prélèvements des lieux de confirmation, donc raccourcit le délai de rendu des résultats. Donc, plus tôt on a les résultats, mieux vaut pour et le patient et pour la communauté parce que ça empêche la propagation si jamais le cas est positif. Donc, ceux qui sont à Dapan, ceux qui sont à Mango, Niamtougou, Sokodé, Kara, Bassar, Atakpame, Kwalimé, et tout ce qu'il y a autour, il ne doit pas avoir d'inquiétude. Il y a des points très proches de ces lieux pour pouvoir prendre en charge les gens.
Non. Très bien. Alors, on va continuer cette émission en parlant peut-être de recherche au Togo. Où en est le Togo? On sait que Madagascar a fait des recherches et a trouvé Covid organique. On sait que d'autres pays sont sur des études pour découvrir peut-être un remède contre cette maladie. Le Togo, il se situe où? Le Togo n'est pas du reste. Et il faut dire que déjà, il y a environ 8 semaines de cela, l'université de Lomé, avec les tradithérapeutes, a essayé de refaire un peu le tour d'horizon des plantes médicinales qui ont un effet bénéfique sur le système immunitaire. Donc, pour essayer de booster le système immunitaire et réduire le risque de développement. Pas pour guérir ou prévenir, parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore de remède pour ralentir la propagation du virus ou sa multiplication dans l'organisme. Ce qui est fait, c'est d'avoir un système immunitaire qui est assez robuste, qui puisse lutter efficacement contre ce nouveau agent infectieux qui n'était pas connu avant. Donc, il n'y a pas de médicament particulier, il n'y a pas de remède particulier comme ce fut le cas de Covid-19 ou bien apivirine, api-Covid ou autre chose. Et là, nous nous sommes aussi lancés dans des recherches pour comprendre la diffusion dans la communauté. Et ça, c'est avec l'université de Lomé, toujours, sur le plan épidémiologique, comprendre un peu ce qui se passe dans la communauté et prendre les dispositions idoines pour réduire la dissémination. Maintenant, sur le plan de la science fondamentale, sur le plan international, c'est les pays développés qui sont les leaders. Donc, il y a la Chine et les États-Unis qui sont dans une concurrence rude. Les Chinois au Brésil ont commencé la phase 3 de la recherche. Donc, c'est l'administration du vaccin aux êtres humains pour étudier l'innocuité, l'efficacité et les effets indésirables éventuels du vaccin sur l'homme avant de passer à sa production si les effets nocifs sont moindres par rapport aux bénéfices. Puisque la Covid nous a amené à brûler des étapes dans la recherche de vaccins. Et c'est chaque pays avec sa particularité qui mise sur soit le renforcement des cellules immunitaires, soit le renforcement de la production des anticorps contre le virus. Donc, selon le niveau de recherche ou la capacité des pays à produire des vaccins. C'est possible que dans 9 ou 12 mois, un vaccin puisse être mis sur le marché. Au niveau international? Au niveau international, non. Puisque le Togo ne s'est pas lancé dans une étude de recherche de vaccins. Ça nécessite beaucoup d'autres installations que nous n'avons pas encore. Mais bon, c'est possible que dans les années à venir, avec ce que Covid a permis au pays d'acquérir comme équipement, les chercheurs pourront s'y lancer. Mais comment expliquer cette situation de rude concurrence, vous l'avez dit vous-même, entre certains pays occidentaux, voire la Chine, qui mettent des moyens colossaux pour être peut-être le premier à trouver un vaccin contre le coronavirus? Beaucoup disent, oui, qu'il y a derrière tout ça une envie de faire du business, ainsi de suite. Mais on n'investit pas
pour perdre, on investit pour avoir des bénéfices. Et sur le plan de Covid-19, nous avons plusieurs types de bénéfices. Il y a bénéfices scientifiques. Ce sera la première fois où, en moins de 36 mois, on a un vaccin. Ça veut dire qu'on a une technologie poussée pour répondre prochainement à d'autres éventualités. Ça veut dire aussi qu'on a compris la structure et le mode de fonctionnement du virus, puisqu'il lui faut de temps en temps muter pour être pathogène. Ensuite, sur le plan technologique, c'est qu'on met au point des instruments pour mesurer les différents paramètres de l'épidémie. Sur le plan commercial, là, c'est là où nous parlons de business, puisqu'il y a eu un tollé lorsque il y a une firme pour laquelle je ne vais pas faire de publicité, je ne vais pas la nommer, qui avait mis la barre de la pression très haute sur les pays de l'Europe occidentale pour financer, en disant que, étant donné que ce sont les Américains qui ont mis le paquet, donc la production dans sa majeure partie sera réservée aux Américains. Donc ça aussi, ça fait une pression pour que les gens financent plus et qu'ils soient redevables moins. Et il y a aussi l'aspect politique qu'il ne faut pas oublier. Il y a l'aspect politique parce que la maladie est partie de la Chine. Les États-Unis ont accusé les Chinois de l'avoir fabriqué, disons. On a même parlé de China virus. Ça, c'est ce que le président américain avait l'habitude de dire jusqu'à un certain temps où il n'en parle plus dans les mêmes termes. Le virus chinois, maintenant ce n'est plus virus chinois, c'est Covid. Tout le monde sait que c'est le coronavirus qui crée des souffrances dans les communautés. Donc entre les deux qui sont en guerre, tant économique que diplomatique, chacun veut fixer son drapeau sur le toit de l'Everest, le premier. Donc on parle d'enjeux politiques, enjeux scientifiques, enjeux même financiers. Et même diplomatiques. Même diplomatique. Donc c'est un enjeu global. C'est un enjeu global pour lequel les petits pays devront se préparer pour ne pas se faire manger. Peut-être avaler, ainsi de suite. Oui. Voilà, maintenant, on parle des mesures barrières qui constituent les seuls moyens de lutter efficacement, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, reprises par tous les pays, et notamment au Togo, les mesures barrières, le port de masque qui est devenu obligatoire depuis plusieurs semaines déjà. On sait qu'on doit éviter les lieux, les endroits où il y a trop d'attroupement. On doit tousser dans le pli du coude ou éternuer dans un mouchoir et qu'on jette tout de suite après. On doit respecter la distanciation sociale. Est-ce que ces paramètres aujourd'hui paraissent efficaces à vos yeux? Il faut dire que le bon port, je précise bien, le bon port du cache-nez est la mesure qui permet à chaque individu, qu'il soit porteur ou non, de conserver ses germes sur lui. En dehors de ça, nous avons le lavage des mains qui permettent de réduire le transport des germes d'un lieu à un autre. Mais lorsqu'on regarde un peu autour de nous, c'est que vous avez des gens, ils ont bien leur cache-nez, mais ce n'est pas un cache-nez, c'est plutôt un cache-menton. Et lorsque on l'a sous le menton, on voit l'agent de police, on remonte pour faire semblant, dès qu'on dépasse l'agent, on redescend. Et vous voyez d'autres même, ils portent bien leur masque. Mais au moment de pareil, ils l'enlèvent.
Alors que c'est en ce moment Alors que c'est en qu'il faut le ce garder. moment même qu'il faut le conserver sur le nez, parce que les portions que nous émettons peuvent parcourir 1 mètre, peut-être plus selon la capacité, le gabarit de l'individu qui parle, plusieurs centimètres de plus. Et c'est en ce moment que si jamais nous avons le virus dans notre organisme, nous allons le propager. Donc c'est le contraire que beaucoup font. Ce n'est pas avoir le cache-nez, mais c'est de bien le porter, couvrir et la bouche et le nez pour conserver tout ce qui sort de ses voies respiratoires, de sa bouche, pendant ces efforts-là, pour ne pas contaminer d'autres personnes et d'autres objets autour de nous. Alors aujourd'hui, lorsqu'on jette un regard dans les bars, on semble oublier ces mesures-là, les marchés aussi souvent, et puis on vient d'ouvrir à nouveau les églises. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de contamination, ainsi de suite? Le risque est là, et le risque est bien perçu par l'autorité qui n'a pas donné l'autorisation d'ouverture, de réouverture de tous les lieux de culte, mais c'est dans une proportion pour essayer de voir quelle sera la réaction épidémiologique. Vous voyez, lorsqu'on avait fermé les écoles, on avait eu quelques élèves qui avaient été contaminés par quelqu'un de leur entourage. On a déconfiné, on a réouvert les écoles. La décision prise était de tester systématiquement tous les écoliers ou élèves qui étaient partis dans d'autres pays et revenaient pour reprendre les classes. Ça a été fait. Mais c'est au cours de ça, on s'est rendu compte, dans une préfecture du pays, un élève qui était parti de l'autre côté des frontières nationales est revenu et a contaminé ses camarades et certains de ses enseignants au cadre administratif. Ce risque, il existe. Nous nous déplaçons. Il y a des gens qui quittent Zanguera pour aller à Agbavi ou bien à Daguin, à l'église. Ça veut dire qu'on peut encore transporter le virus d'un milieu apparemment indemne ou d'un milieu contaminé vers une zone indemne. Les regroupements au cours de... Nous sommes en période de fête traditionnelle, il ne faut pas l'oublier. C'est des moments où des gens quittent. Même si on dit distanciation sociale dans le bus, c'est bien respecté, mais personne ne sait qui porte quoi dans son organisme en voyageant. On se retrouve en famille, et quand vous avez de la même famille 30 personnes, ça veut dire que nous dépassons déjà le nombre de personnes pour les réunions qui sont autorisées. Or, quand vous connaissez nos familles, c'est de grandes familles, même si on ne vit pas ensemble. Pour ces occasions-là, vous avez rapidement une centaine de personnes qui se retrouvent dans la cour. Donc, les mesures barrières doivent être de mise tant dans les lieux de culte qu'au niveau des marchés. Vous avez parlé de marchés. Et là aussi, on a d'énormes soucis. Parce que avant, Lomé, c'était impossible de venir de Tchévier. C'est quasi pas fermé hermétiquement. Mais maintenant, on quitte Saint-Cassé, on vient à Lomé, on vient au marché, on fait ses emplettes, on repart. Ça veut dire que le risque de faire déplacer l'épidémie, il est réel. Quand nous regardons les chiffres épidémiologiques, ces données montrent que l'infection est en train de se déplacer.
vers l'intérieur du pays. Parce que les nouveaux centres épidémiques actuellement, nous avons la COSA dans la région de la Kara, nous avons Tchaoudjo dans la région centrale, en dehors de quelques sociétés de la zone franche où on avait eu aussi. Donc ce sont là les foyers ou bien les épicentres de la maladie. Les épicentres de la maladie actuellement. Parce que Lomé a commencé par maîtriser l'épidémie. Alors, docteur Fanchea Oku, médecin de santé publique, on est pratiquement à la fin de cette émission. Que voulez-vous dire pour terminer cet entretien? Non, juste appeler à la conscience collective que nous avons le devoir, l'obligation de préserver les vies de nos concitoyens en respectant les gestes barrières, en bien portant nos cache-nez, en nous lavant les mains et en essayant de discipliner les conducteurs des véhicules de transport en public. Les prix ont doublé, parce que même si le gouvernement a pris et publié des tarifs, à Tapamé, Lomé, c'est 5 000 francs l'aller. Donc, vous risquez de vous retrouver à moins de 10 cm l'un de l'autre, parce que les deux derrière, c'est toujours 3 ou 4 qui sont derrière. Donc, comprenez aisément que... Donc, on laisse comme ça, on ne fait rien? Non, mais ça, c'est à l'autorité de faire appliquer la loi. Parce qu'il y a des structures chargées de faire respecter la loi. Et que chacun joue sa partition pour que notre économie redémarre. Les prévisions les plus optimistes disent pour 2020 1,1% de taux de croissance, ce qui ne contribue pas à dégager des ressources suffisantes pour faire quoi que ce soit dans le secteur social du pays. Voilà, merci. On aura terminé cette émission contre la Covid-19. Merci, docteur Fanchea Oku, médecin de santé publique. Revenez quand vous voulez. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission. Merci également à NASPM qui a assuré la mise en onde. Merci aux auditeurs. À très bientôt.